Partis de Calais 10 heures plus tôt, 47 migrants sont arrivés en car à Saint-Brévin ce lundi soir et Claire Villalon a pu partager la première journée dans leur nouveau centre d'accueil. Ils sont soudanais, érythréens ou afghans. En tout, 47 hommes arrivés lundi soir de la jungle de Calais. Accueillis et pris en charge par l'association Trajet, ces migrants commencent tout juste à prendre leur marque. Ils prennent connaissance des lieux, de leur environnement ici dans le centre d'accueil. Et donc des éducateurs sont présents ici pour les accompagner sur tout ce qui concerne la dimension administrative au regard de l'asile. Puis il y a également 2 autres personnes qui sont ici pour l'accompagnement sur toute la vie quotidienne. Pour le moment, l'urgence concerne donc les démarches administratives. Depuis leur arrivée, ils ont des rendez-vous individuels pour constituer leur dossier. À partir de novembre, d'autres associations viendront en renfort. À Saint-Brévin, de nombreux habitants proposent déjà leur aide. Un certain nombre de Brévinois ont souhaité se porter volontaires pour apporter une contribution, soit des enseignants pour l'apprentissage de la langue française, soit des professionnels de santé, des personnes du secteur social et puis d'autres Brévinois. Entre une partie de football et de ping-pong, ces hommes profitent de ce moment de répit, même si pour certains, la transition avec Calais est difficile. Je ne sais pas si je serai heureux ou non ici, parce que c'est mon premier jour. Calais est mon endroit préféré. Je sais que c'était un lieu dur et très dangereux, mais je suis resté là-bas pendant longtemps. C'est pour cela que j'ai l'impression que c'était mieux. Malgré les difficultés, ces hommes sont heureux d'être ici et espèrent bien en profiter pour apprendre le français. Manuel Valls s'est une nouvelle fois exprimé ce matin sur le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Le Premier ministre a confirmé une évacuation de la ZAD dès cet automne. Il y aura progressivement évacuation. Progressivement ? Oui, parce qu'il faut le faire avec méthode, territoire par territoire, à partir de cet automne. Nous savons que sur place, je ne parle pas de ceux qui ont manifesté pacifiquement il y a encore quelques semaines, je parle de ces zadistes qui veulent créer les conditions d'un drame, qu'il y ait des victimes, je mets des guillemets, qu'il y ait des martyrs, de leur côté ou du côté des forces de l'ordre. Quelques heures après les nouvelles violences dans le quartier Malakoff, la question de la vidéoprotection à Nantes revient sur le devant de la scène. Nick Ressman. C'est en ligne qu'on trouve une nouvelle pétition pour la mise en place rapide de vidéoprotection. Parmi les signataires, les associations SOS Centre-Ville et Nantes contre la violence. Nous avons évoqué les dispositifs de vidéosurveillance. C'est probablement une des pistes à poursuivre. Évidemment, ça a un coût. Mais la sérénité a aussi son prix. Une sérénité de plus en plus rare dans le centre-ville, mais aussi dans les quartiers, estime l'opposition à la mairie, qui pointe du doigt Johanna Roland. Promesse de sa campagne en 2014, la vidéoprotection n'est toujours pas mise en place. Évidemment, à Malakoff, place Rosa Parks, je crois que la vidéoprotection peut être intéressante. Johanna Roland a souvent dit on le fera et finalement on n'y est toujours pas. Nous, ce qu'on demande à Johanna Roland, c'est de l'inscrire au débat d'orientation budgétaire de la fin d'année comme étant la preuve de son engagement sur la question. On y travaille, riposte la majorité. Une étude sur la vidéoprotection et un centre de supervision est en cours depuis avril. On a demandé un état des lieux parce qu'il existe des caméras à Nantes. Si on fait un centre de supervision, parce que c'est quand même ça qui est utile, je veux dire, c'est pas tout de mettre des caméras, il faut après avoir des renvois d'images. Et les renvois d'images, il faut aller les négocier avec la police nationale parce qu'après, il faut travailler dessus. C'est pas que la vidéo-élucidation. Donc le sujet est quelque peu complexe. Les résultats de l'étude seront dévoilés en novembre. Le FC Nantes s'est offert une bouffée d'oxygène hier soir à la Beaujoire et les Canaries recevaient Angers en 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Un nouveau derby après le match contre Rennes qui a cette fois-ci souri aux hommes de René Girard. Emiliano Sala a ouvert la marque à la 28e minute d'une belle frappe du droit. Les Nantais font le break grâce à une autre frappe magnifique, l'œuvre cette fois-ci d'Adrien Thomasson. Les Angevins réduiront la marque, mais c'est bien Nantes qui affrontera Montpellier en 8e de finale le 13 ou le 14 décembre prochain. Ce sera l'heure des retrouvailles aussi pour l'entraîneur René Girard, champion de France avec les Héroltais en 2012. Du handball également au programme ce soir avec le HBC Nantes qui accueille Aix dans une salle de la Trocardière à guichet fermé. De son côté, le NLA devra se défaire de Nice sur son parquet.
En grande difficulté financière, le Saint-Nazaire Rugby attend l'assemblée générale élective prévue ce mercredi avec inquiétude. En attendant, c'est tout un club qui se mobilise. Olivier Caillé. Dimanche, le Saint-Nazaire Rugby a retrouvé des couleurs. Malgré la défaite face au leader Nevers, c'est surtout des coulisses que l'étincelle est venue. Vous voyez qu'on est encore là. Ça fait un moment qu'on le dit, qu'on risque de plus y être, mais on y est toujours. Cela faisait plusieurs semaines, même quelques mois, que cet endroit réservé aux partenaires du club, aux joueurs et à leurs familles était resté vide. Manque d'argent, dirigeant aux abonnés absents, l'esprit du club s'était effiloché. On a vécu 2 premiers matchs où on n'avait pas ces repas d'avant-match. On en a besoin. On a besoin de voir ce monde avant-match qui vienne déjà prendre l'ambiance du stade, l'ambiance du terrain. Et ça fait beaucoup de plaisir de revoir tout ce monde avant-match pour redonner cet élan dont a besoin le SNR aujourd'hui.